grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Eh bien bonjour les amis, désolé on a un tout petit peu de retard sur la programmation, il est 18h35 exactement et nous démarrons notre numéro de mai 2023 du grand jury de la presse immobilière. On est ravis d'être avec vous. L'immobilier en ce moment c'est plutôt la dent creuse et c'est sujet de préoccupation majeur. On en parlera bien évidemment parce que je pense qu'on a une communauté d'amis journalistes assez chauds sur le sujet. Un grand débat aujourd'hui, toujours même concept, même recette avec un grand patron de l'immobilier. Et je ne vais pas bouder mon plaisir puisqu'il est le président de propriétéprivée.com, l'une des plus belles réussites de développement de réseau des 10 dernières années. Il est sur le plateau, c'est Michel Lebras. Bonsoir. Comment ça va Michel ? Très bien. Je suis ravi de vous recevoir. Moi aussi. Merci d'être avec nous, d'autant plus que la semaine dernière, j'étais avec vous, pas loin d'Angers, en Vendée, au Puy du Fou, pour votre convention. Une superbe réussite. Merci d'être avec nous, de participer à ce grand jury où on va se faire le plaisir de cuisiner breton sur l'immobilier toute la soirée. Merci. En tout cas, nos amis autour de la table, comme d'habitude, membres du grand club et du grand jury de la presse immobilière, Isabelle Ray-Lefebvre. Salut Isabelle. Salut Sylvain, bonsoir à tous. Alors, est-ce que vous avez remarqué, Isabelle, que chaque mois, je vous pose la question, quand est-ce qu'il va sortir ce livre ? Mais à l'automne. Sûr, on n'a pas une date encore ? Non. Voilà, c'est sur le logement, hein ? Sur le logement non spéculatif. Waouh ! Je fais un numéro spécial du grand jury pour ça. On va faire une belle sortie. Et européen. Voilà, absolument. Après, alors, qui est sur cette ville. Alors, toujours experte en matière immobilière, avec... alors, Isabelle a le don de ne pas penser en rond, comme tout le monde, bien évidemment. Et elle a beaucoup sévi pendant très très longtemps comme journaliste au Monde. Voilà, merci en tout cas. Voilà, 22 années au Monde et de toute façon, membre indéterminé comme à l'Académie, ici, au grand jury de la presse immobilière. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup également, que j'ai lu avant même que je le connaisse, et donc d'où la fierté de maintenant de me dire son ami. Il est journaliste au Point. Le Point, c'est celui qui fait les plus beaux dossiers immobiliers chaque année, notamment le dernier qui était remarquable, c'est Bruno Monnier-Villard. Salut Bruno. Salut Sylvain, bonsoir à tous. Comment ça va ? Ça va bien. Je prépare le prochain dossier immobilier du Point qui sortira le 15 juin. Ah, le 15 juin. Et dont la thématique sera bien chez soi, mieux chez soi. Voilà. Et en propriété, s'il vous plaît, privée. Avec notre ami, puisque le 15 juin, comme c'est l'anniversaire de notre Michel Lebras. Et de Monsieur Sylvain. Et de moi, voilà. Voilà. Bon anniversaire en avance. Très, très bonne date, Bruno. Merci en tout cas. Voilà, il est journaliste à Radio Imo, mais pas que. Et il est sur tous les fronts. C'est Fabrice Coustet qui est avec nous. Ça va, Fabrice ? Salut Sylvain, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Productrice de l'émission, animatrice, journaliste, mentor, coach, artiste, écrivain, j'allais dire aussi compositrice. Elle a tous les talents. Charlotte Ekern. Salut Charlotte. Hello Sylvain, merci. Comment intervenir après ça ? Oui. Moi je dirais que Charlotte c'est le cartel multiservice. Voilà. Elle sait tout faire. C'est le couteau suisse. Il nous faut une Charlotte dans chaque entreprise. Voilà. Voilà, on a conçu ce programme et il a été sponsorisé, conçu, aménagé, pensé par nos amis de Bien Ici que nous suivent depuis un grand moment et on a le plaisir puisqu'ils nous accompagnent chaque mois dans la météo de l'IMO, mais il est aussi journaliste à 16 heures avec des données très précises où justement il nous donne un petit peu la température. Il est le directeur marketing, directeur général délégué de Bien Ici, c'est Philippe de Lignyville. Salut Sylvain, bonjour à tous. Ça va Philippe ? Super. Voilà, il participe maintenant à tous nos plateaux et l'idée bien évidemment c'est d'essayer d'aborder le sujet. Alors le sujet, vous le savez bien évidemment, c'est la difficulté qu'on a dans ce pays à se loger. La tension locative a atteint un paroxysme incroyable et ce qui est très intéressant et à observer, en même temps dramatique, voire sidérant, c'est de voir justement ces éléments multifactoriels s'ajouter les uns aux autres. Et moi, depuis 35 ans que je suis dans ce métier, je ne l'avais jamais vu. Donc, comme quoi, il faut toujours apprendre quelque chose. Je vous propose, comme il est d'usage dans ce grand jury de la presse immobilière, de passer par la revue du grand jury en questionnant nos journalistes tout de suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Alors les amis, il y a beaucoup à dire au niveau communication. Je vais commencer juste par le petit coup de gueule comme ça qui va bien. Vous l'avez lu, c'était chez nos amis de Challenge avec notre amie Virginie, où c'était Challenge ou Bâti Actu, je me rappelle plus exactement, où le président Macron s'est exprimé. C'était Challenge. C'était Challenge, voilà, c'était Challenge. Alors je l'ai lu comme tout le monde, bien évidemment. Et après, j'ai essayé de trouver des adjectifs sidérants, aberrants, consternants. La première phrase qui m'est apparue, l'ensemble des aides ou des mécanismes dispositifs de soutien au logement n'ont produit que de l'inefficacité. C'est ce que j'ai retenu. À l'heure même où on nous a dit que le Conseil national de refondation allait différer ses conclusions, normalement prévues le 5 juin. Voilà. Ma réaction, elle est plus que consternante, puisque dans une certaine mesure, quand on voit les chiffres aujourd'hui, on se dit, je sais pas, il y a peut-être un conseiller mal placé à l'Élysée. En tout cas, est-ce que le président de la République a bien pris la température de ce qui est en train de se produire dans ce pays avec la bombe sociale qui s'apprête à exploser? C'est un peu la question du jour. Que pensez-vous de l'actualité? On va commencer par Isabelle. C'est un peu dans le sillage de ce que vous dites. Les signaux économiques virent au rouge, mais aussi les signaux politiques. Donc il y a eu cette interview dans Challenge où le président de la République parle de surdépenses publiques. Il y a aussi Gabriel Attal qui a dit qu'il y aurait des économies sur le budget logement. Je dis que déjà dans le premier mandat d'Emmanuel Macron, le budget logement a été le premier contributeur aux économies, notamment le budget APL, les aides personnalisées au logement, qui touchent les plus modestes. Il y a eu quand même, on est passé de 17 à 12-13 milliards, donc il y a eu quand même des sérieuses économies sur les APL. Il y a cette petite musique, il y a le report du Conseil national de la refondation qui a été quand même très mal pris par la profession. Il y a aussi le report de la proposition de loi pour réguler un peu les Airbnb, qui est une proposition transpartisane avec des députés Renaissance. Il ne faut pas que je me trompe parce que je confonds souvent avec Reconquête, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Renaissance, enfin En Marche, pour aller vite, et qui a été reporté. Il y a le pacte de confiance avec les organismes HLM qui n'est toujours pas signé. Et enfin, il y a Action Logement qui récolte quand même ce qu'on appelle la participation des employeurs à l'effort de construction, ce qu'on appelle le 1% logement, qui va se les faire piquer par le budget de l'État. Ça va. Ça sent même le démantèlement. Ça sent le démantèlement. Il y aura plus. Parce que ALS a été classé institution publique, vous l'avez vu. Voilà, c'est ça par l'INSEE. Et donc, le fait d'être classé administration publique, ça veut dire qu'on considère cette PEC comme une taxe qui relève de l'État. Et comme me disait un professionnel, quand on a branché l'aspirateur, quand on a branché le tuyau, il n'y a plus qu'à aspirer. Et donc, c'est ce qui va se passer. Je ne défends pas Action Logement, qui a beaucoup de torts, mais c'était de l'argent quand même qui était fléché sur le logement et qui ne le sera plus. Donc, beaucoup de signaux rouges. Absolument. C'est un mérite d'être clair. Bruno ? Sur ce sujet, le commentaire global de la situation actuelle. Oui, sur ce sujet, parce que moi je constate que la temporalité du politique n'est pas celle du secteur du logement et de l'économie, et qu'il y a des facteurs exogènes qui se sont rajoutés, un peu comme les casques d'Obélix, les casques romains d'Obélix ou les sangliers d'Obélix, qui sont rajoutés à une situation d'inertie. Donc l'inflation qui est venue brouiller les cartes, et puis bien entendu cette remontée des taux qui touche plus ou moins une certaine partie de la population, mais qui grippe le marché. J'attends, on va voir ce qu'on va voir. Là, normalement le 5 juin, il y aura sûrement, je pense, des choses qui vont être annoncées. Moi, je suis journaliste, je suis une peau de tambour, je répercute ce que j'entends, ce que me disent les professionnels. L'ancien est pénalisé en volume.
pas encore, au niveau des prix, ça bouge pas encore trop, mais ça, on pourra en reparler tout à l'heure, hein, mais de baisse des prix, même si elle est en marche, sans faire de mauvais jeu de mots. Et par contre, le neuf, là, vraiment, est à la peine, mais là aussi, il y a une équation qui est de plus en plus difficile, avec le surcoût des matériaux qui s'est rajouté suite à la crise en Ukraine, etc., la guerre en Ukraine. Et oui, aujourd'hui, c'est pas le soleil brille pas de façon magnifique sur le logement, mais je crois qu'on n'a pas encore tout vu. Hein. Là, on est, je pense, dans une situation d'entre-deux, et que le vrai chaos, il va arriver, je pense, et pourtant je suis rarement pessimiste dans mes prévisions. Très juste. Mais je pense qu'il va arriver plutôt fin d'année, début d'année prochaine. Merci Bruno. Fabrice, vous vous souvenez de la phrase commentaire de Chirac, la planète brûle et on regarde ailleurs. Là, on a l'impression que la maison brûle et que le gouvernement est en train de regarder ailleurs. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir tiré la sonnette d'alarme. Hein. FPI, FFB, toutes les associations, les courtiers, les banques. Les réseaux. Alors, on est une fois de plus les champions du monde, je pense, du constat. Donc on est très bon pour faire des rapports, commission Rebsamen, les assises du BTP, les audits parlementaires, la Convention citoyenne, le CNR logement. Absolument. Plus de 27 rapports ont été publiés dans les 10 dernières années, 15 ou 20 conférences. Et d'ailleurs, le président a parlé dans Challenge d'une énième conférence des partis. Hein. Ça n'a échappé à personne. Oui, mais on a l'impression qu'on se donne du temps à chaque fois et qu'il n'y a pas encore les propositions, et même celles qui sont pressenties. Donc PTZ, donc prêt à taux zéro, et puis peut-être un Pinel réaménagé. On reviendrait sur le Pinel peut-être d'avant. Oui. Est-ce que c'est de nature vraiment à prendre l'ampleur de la crise? On peut se poser la question. On n'a pas l'impression qu'on a vraiment cet électrochoc qu'il faudrait dans le logement pour faire face à cette crise multifactorielle, effectivement. C'est clair. Charlotte Ekerle. Je suis d'accord avec ce qui vient de se dire. On ne peut que l'être. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de signaux rouges. Moi, j'en viens même à me poser la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne se font pas aujourd'hui au niveau du logement sous couvert de l'écologie. C'est un sujet, en plus, vous le savez, qui me tient particulièrement à cœur. Je pense à une expression que j'ai vue passer, je crois, dans Le Monde, les gilets jaunes de la ZAN qui vont peut-être émerger. Une gilet jaunisation du logement, comme dirait le président de la FPI. Mais est-ce qu'il y a des choses... Enfin, je suis absolument pas complotiste, vous me connaissez, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on nous dit pas? Est-ce que les intérêts en balance? Est-ce que le fait que le logement semble passer après, là, c'est que le reste, c'est pas pire, en fait? Je sais pas. Non, mais j'en viens vraiment à me questionner en me disant, est-ce qu'on est dans une période aussi de transition? Parce que c'est arrivé à de nombreuses reprises au fil des siècles. Je pense à la révolution industrielle, par exemple. Oui, mais le paradoxe, c'est que la demande où on ne sait pas quoi faire, en fait. La tension locative. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Elle est très très forte, la tension locative. Il y a un rapport entre le logement et le nombre de personnes qui en demandent, qui est absolument pléthorique. Je prends juste les chiffres du logement social qui ont littéralement explosé. Mais si on reprend le rapport du 28 février de la Fondation Abbé Pierre sur la demande de logement, elle est quand même très importante. Là-dessus se rajoutent les porteurs de projets, ceux qui veulent arriver sur le marché de la primo-accession, et c'est normal de vouloir acheter son appart. C'est français. Le droit de propriété, il a été pensé en France. On a des porteurs de projets. Mais ces porteurs de projets, ils se sont pris 300 points de base d'augmentation en une année. En une année. Alors, bien évidemment, nous, on est d'une génération, on a connu les taux d'intérêt à 14 ou 15%. Soyons clairs. Mais par contre, ça ne fait pas peur. Oui, oui. Mais ce qu'on n'avait pas connu, par contre, effectivement, c'est tous les facteurs, comme tu disais, exogènes, qui font qu'aujourd'hui, on est dans un marasme absolument incroyable. Du côté de bien ici, justement, Philippe Deligny-Ville, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent de dire, dans la température actuelle, qu'il y a des inquiétudes? Parce que vous battez des records d'audience. Des records d'audience. Hein. Le mois dernier, je crois que vous avez battu le record d'audience historique. Tout à fait, oui. On a fait notre meilleur trimestre. Donc, je sais pas, il y a du business, quoi. Ça fonctionne. Il n'y a pas un paradoxe, là? Alors, oui, effectivement, on a une très belle audience. Après, ce qui se passe et ce qu'on voit, on est aux premières lignes pour voir les choses, parce que les gens commencent leur projet en venant chez nous, en consultant les annonces. On voit pas mal de choses qui évoluent, assez fort. On en parlera tout à l'heure dans la météo, mais en deux mots, par exemple, les gens viennent sur le site, consultent les annonces, mais prennent beaucoup moins de contacts. La tension locative, on en parlait, ça c'est quelque chose dont on se parle depuis des mois. Ah oui. Mois après mois, on a de plus en plus de contacts, un nombre d'annonces qui baisse et un nombre de contacts par annonce qui augmente. Donc ça, on le voit tout à fait. Avec un logement social en panne, forcément, un rabat sur l'ancien.
Oui, on a aussi le retour de nos clients, hein, des gestionnaires de biens qui nous disent qu'ils ont des taux de rotation des biens en location le plus bas historiquement. Historique, oui. Bien à Nice, on avait eu ce témoignage-là. Les porteurs de projets ont stoppé leur projet, quoi. Et donc, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, et notamment ce que tu disais sur ce que disait Emmanuel Macron dans le challenge, le problème, c'est qu'on a d'un côté un discours très financier, très, on va dire, d'ingénierie fiscale, et de l'autre côté, on a des Français qui ont un enfant en plus et pas la possibilité de changer de logement, et je pense qu'effectivement, dans l'impact social de cette crise, et je te rejoins assez... Bruno, on est sur quelque chose, une phase de blocage, mais c'est comme un peu tous les systèmes qui se grippent, c'est-à-dire qu'il y a toujours une phase de blocage et après ça casse. Et voilà, la question c'est quelle sera l'ampleur de la cassure. Bref, pour cette revue du grand jury, on va dire qu'on part sur une note un peu morose, mais on va essayer de mettre du baume au cœur justement avec vous, Michel Lebras. Quelques mots avant de présenter votre portrait, lorsque vous voyez un petit peu là le retour de ce qui se dit dans les couloirs, des journaux, des radios et des télés, est-ce de nature à vous inspirer quoi comme sentiment ? Sur ce point précis, c'est à peu près ce que vous avez dit. Finalement, on est sur un pas de temps politique et pas du tout le pas de temps de la vie des gens. C'est une vision complètement technocratique du monde, voilà. Mais on l'a là-dessus, comme on l'a eu sur l'énergie. Il y a 2 ans, ça fermait Fessenheim. Maintenant, on décide de rouvrir des centrales. Je veux dire, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, ça navigue à vue. Sauf que sur l'immobilier, moi, je suis moins optimiste que vous. Je veux dire, je devrais l'être plus parce que, en fait, le point de rupture, il peut être très très long. Des gens. Le politique, là, il va s'intéresser au sujet lorsque ça va craquer. Mais craquer dans le monde du logement, ça peut prendre beaucoup de temps. Et surtout, ça peut passer complètement au second plan pendant un bon moment. Et puis, il y a la grande vision des politiques qui est de toujours imaginer de détourner l'investissement des Français du monde de l'immobilier pour l'orienter vers les entreprises ou vers on va dire une financiarisation de l'épargne qui est un grand mythe qui se produira jamais parce que les Français ce qu'ils veulent c'est ce que vous disiez Sylvain, c'est être logé et c'est ça la réalité c'est notre quotidien au travail quoi. C'est très clair. On va entamer si vous voulez bien le sujet mais d'abord pour vous connaître un peu mieux Michel Lebras, c'est l'heure maintenant du grand portrait. Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo. Alors c'est sûr qu'on a un a priori très positif sur Radio Imo. Il est né un 15 juin, donc forcément on peut dire qu'il est plutôt très bien vu. C'est Charlotte qui se prête toujours à l'exercice de la présentation du portrait de Michel Lebras, qui a un parcours, on peut le dire, assez singulier, voire hors norme. Alors on va essayer de redonner le sourire un peu à tout le monde, enfin j'espère, sinon c'est que ça aura fait flop. Alors Michel Lebras, vous voyez le jour le 15 juin 1971, donc comme on l'a dit, le même jour que Sylvain, à Paris. On dit de coutume qu'il ne faut pas souhaiter les anniversaires en avance parce que ça porte malheur, donc bon, on va se contenir pour ça. Mais quoi qu'il en soit, bon, la 52e bougie n'est quand même pas très très loin et elle pointe le bout de son nez sur votre gâteau. Vous êtes fils unique. Vous empochez un master de finance de la vénérable école de commerce ISC Paris en 94. Vous ne savez pas encore où le vent vous mènera, mais un désir fort déjà émerge, celui de devenir un jour un serial killer. Oh pardon, entrepreneur. J'aurais peut-être pas dû confier la rédaction de mon portrait à ChatGPT. Bah oui, parce que quand tu réfléchis 2 secondes, c'est un peu se tirer une balle dans le pied, hein, un peu comme quand la caissière te demande avec agacement d'aller sur la caisse automatique. Alors, en attendant d'être une feu journaliste, revenons à nos moutons. Et comme le hasard fait parfois bien les choses, vous exercez pendant un peu plus de 2 ans au sortir de vos études, enfin très peu de temps après, en tant que négociateur immobilier au sein d'une agence. C'est vrai, j'avais pas vu ça. Il a démarré par ça. C'était en parallèle de mes études. Ouais. C'est comme ça que j'ai connu l'immobilier. Ouais, c'est assez particulier. Ouais. Et à ce moment-là, j'imagine que vous saviez pas du tout que vous y reviendriez. Vous êtes dit... En fait, à l'époque, alors pour tout vous dire, j'étais assez surpris. Alors, c'était à Paris, et j'étais assez surpris par ce qui m'avait marqué, c'était entre guillemets le dédain qu'avaient les professionnels immobiliers pour leur clientèle. Voilà, c'était ça. Et je trouvais qu'effectivement, je me disais, c'est un monde qui va évoluer parce que voilà, ça m'avait surpris, quoi. Ouais, il y a de quoi. Je trouvais que c'était un peu loin de leurs clients. Et puis vous passez à autre chose. Vous embrassez la très lourde tâche de contrôleur de gestion. Oui. Ah oui, quand même. D'abord pour le groupe Bolton, puis pour le groupe Suez. Oui. Ce dernier dans lequel vous allez gravir les échelons en passant par les cases honorifiques de directeur financier, de secrétaire général Europe, pour terminer par le sésame, celle de directeur général France et UK. Après plus de 10 ans de bons et loyaux services, finalement, vous décidez d'élargir votre horizon au sein du groupe SOR en tant que directeur de la stratégie, puis directeur commercial et grand projet groupe.
On se trompe pas jusque-là. J'ai eu cette opportunité de finalement être la tête de l'ingénierie de ces boîtes sans être ingénieur moi-même. Et voilà, et donc de côtoyer des politiques pendant une dizaine d'années. Il n'y a que des polytechniciens là autour de vous. Oui. Superbe expérience. Et vous êtes le seul à avoir fait l'école de commerce. Oui, ils croyaient que j'étais. J'ai eu du mal. Beaucoup d'eau quand même. Beaucoup d'eau, un peu de déchets, Oui. beaucoup de traitement des eaux. En fait, c'était numéro 1 des stations d'épuration. J'étais le patron pour les stations d'épuration et stations d'eau potable. C'est très d'actu. Quand on dit beaucoup d'eau, il y a aussi beaucoup de soirées avec de l'eau distillée, des choses comme ça. Oui, d'accord. Les week-ends. Bien sûr, le temps passe. Alors la crise de la quarantaine s'approche à pas de loup. Assortie de sa fameuse question, mais dis donc, pourquoi je ferais pas ce que j'ai toujours voulu faire dans la vie, moi ? Eh bien, on ne se le demande plus vous concernant. Entrepreneur en herbe, certes, mais surtout dans l'âme, car on peut dire que ça vous a plutôt réussi. Vous êtes le président du réseau de conseillers immobiliers indépendants propriété.com. Waouh, ça c'était du scoop. Plus sérieusement, cette entreprise florissante en ferait pâlir plus d'un de par sa croissance phénoménale dans un contexte pour le moins tendax quand même, faut le dire. Ouais, tendax. Vous prouvez à vous seul que c'est un modèle donc qui fonctionne. On n'en était pas certains au démarrage quand même, et qui prend allègrement sa part du gâteau. Non, promis, pas celui de votre anniversaire. Propriété donc est créée en 2006, oui, pour les matheux, vous pouvez faire le calcul, pleine crise de la quarantaine. Et même, et en même temps, c'était peut-être plutôt préférable que de s'acheter une Harley ou une décapotable. Hein. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Vous savez, si on n'a pas acheté une Harley à 50 ans... On a raté sa vie ? Non, je ne sais pas. C'est donc Propriété Privée, c'est la plus grosse société d'un groupe de services immobiliers ayant tous en commun d'être tournés vers la PropTech. Oui. En français, un groupe proposant des services immobiliers numériques. Bah oui, ou comment traduire un mot par une phrase à rallonge. On comprend pourquoi depuis le XVIIe siècle, le français est la langue de la diplomatie, pour que personne ne lise les traités internationaux. Trêve de digression. Donc, Propriété Privée, c'est plus de 4000 collaborateurs avec un maillage territorial national et environ 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y aura donc du champagne avec le gâteau. Et même si le groupe a acquis sa notoriété par le biais de son activité de transac, vous faites aussi de la gestion et du financement, si je ne m'abuse. En parallèle de cette vie professionnelle, vous êtes l'heureux papa de 3 enfants de 23, 11 et 7 ans. Et vous êtes passionné de sport automobile, m'a-t-on dit. À quel niveau vous êtes passionné ? Non, mais c'était une passion jusqu'à l'âge de 23, 24 ans. J'ai fait du sport automobile, ça s'occupait la moitié de ma vie. Des rallyes, ce genre de choses ? Du karting. J'étais vice-champion de France de karting dans les années 90. Ah, quand même. Ouais. Après, j'ai pris du poids et puis j'ai surtout bossé après. Parce que ça aurait pu vous mener vers le sport automobile. J'avais pas assez d'argent. C'est vrai qu'il faut avoir certains moyens. Oui, mais maintenant j'ai plus de temps. Maintenant j'ai plus de temps. Je serais pas assez bon. Bravo. Et pour terminer, et même si je vous connais fort peu, lors de notre échange téléphonique pour préparer l'émission, vous m'êtes apparu abordable et chaleureux. Et comme je ne manque jamais de relever les détails, vous me connaissez Sylvain, vous m'avez fait une forte impression en employant anodinement pour vous, mais non pour moi, le terme de confrère en lieu et place de concurrent. Et ça, croyez-moi, ce n'est pas rien. Absolument. Et c'est d'ailleurs l'un des patrons de l'immobilier en France qui ressemble le moins à un patron de l'immobilier en France, en termes de mentalité. Et c'est peut-être cette singularité, cette personnalité qui fait votre charme. Et c'est vrai qu'on vous apprécie beaucoup pour ça. Voilà. Et voilà. Alors ça, c'était les choses gentilles qu'on vous a dit. Maintenant, on va essayer de vous poser des questions un peu plus compliquées quand même. Voilà. On va maintenant passer, si vous voulez bien, à la partie débat avec le sujet, un marché sous haute tension, tout de suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet. Alors, on l'a dit, on l'a redit, bien évidemment, les amis. On rabâche le marché compliqué, les taux d'intérêt, la guerre en Ukraine, les coûts de l'énergie, les prix indécents des matières premières et plus globalement les multiples incertitudes qui pèsent sur l'économie, mais surtout sur le moral des Français, soyons très clairs. Décryptable à travers les yeux de Michel Lebras sur justement le sujet. Il faut être très clair, aujourd'hui, je vous ai écouté à votre convention. J'ai écouté aussi le programme et la stratégie que vous avez développé. On peut en parler puisque ça a été rendu public, notamment celle d'occuper l'espace, d'avoir une massification de votre présence digitale, puisque c'est le concept de propriété privée. Surtout que vous en avez en plus une capillarité géographique exceptionnelle. Écoutez, très simple, on va vous poser cette question. Vous, ce que vous dites, c'est que une contrainte peut devenir finalement une force, qu'on peut la transcender et qu'on va bénéficier que vis-à-vis d'une activité un peu difficile, on va essayer de transcender l'actualité. Faites-nous un petit peu le point de ce marché, comment vous le voyez aujourd'hui ?
Non, mais c'est sûr que, l'analyse qu'on a fait tout à l'heure tous ensemble, elle peut être pessimiste. Mais en tant que chef d'entreprise, en fait, il faut, enfin moi en tous les cas, c'est mon point de vue, arriver à essayer de voir où peuvent être les opportunités, ou tout du moins, comment faire que son entreprise, en sortie de cette période de crise, ressorte plus forte. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le truc auquel je pense quasiment tous les jours. Et donc là-dessus, effectivement, un réseau comme propriété privée, il a plein d'atouts pour effectivement dans cette période-là investir là où d'autres peuvent moins investir, sortir des applications, effectivement publier beaucoup plus, avoir une publicité sur les portails, sur tous les grands portails, faire de la publicité télévisuelle. Là, on sera un site internet cette semaine, enfin la semaine prochaine, un nouveau site internet. Voilà, donc. Mais vous mettez le paquet. À l'heure où les gens se réduisent un petit peu. Effectivement, on continue en tous les cas. On continue et on bloque pas notre cycle d'investissement parce que déjà on peut se le permettre moi je suis actionnaire de ma boîte, mais j'ai des associés aussi qui suivent ça. Et puis l'enjeu, c'est effectivement de ressortir plus fort, ressortir de cette crise, sachant qu'on a une particularité, c'est qu'on a un réseau qui est très immobilier par rapport à mes confrères. On fait partie de l'AFNAIM, on est le seul réseau à faire partie de l'AFNAIM. Et donc un de nos enjeux, par rapport à mes confrères, je suis désolé, mais c'est d'attirer des professionnels de l'immobilier dans un réseau, on va dire, c'est pas une nouvelle forme d'immobilier puisque ça existe déjà depuis 16 ans, mais dans un réseau, on va dire, où les coûts sont plus légers pour les professionnels et qui leur permettent de bénéficier quand même de services assez corrects. 16 ans, c'est quand même très frais. Comparé à l'agence immobilière traditionnelle telle qu'on la connaît. C'est vrai, mais je me souviens de patrons de réseau qui disaient oui, mais vous n'avez jamais traversé de crise. C'est pas vrai, on a déjà traversé des crises en fait. Donc, puis le sujet, c'est pas de savoir si on l'a traversé ou pas, c'est ce que l'on met en œuvre. Après, je vous reconnais qu'effectivement, c'est beaucoup plus agréable de travailler dans un contexte où les taux d'intérêt sont bas, où l'économie est florissante et où les gens trouvent des logements. Donc évidemment, c'est stressant, cette période-là. Alors, il faut qu'on vous connaisse un peu mieux, parce que, les amis, je vous connaissiez déjà propriétéprivée.com. Est-ce que vous connaissiez aussi que dans la galaxie propriété privée, vous avez plusieurs services ? Vous avez une structure qui fait du financement, vous faites du conseil. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu comment est constitué le réseau ? Combien de marques aujourd'hui font partie ? En fait, il y a 3 réseaux. Il y a 3 réseaux. Le plus gros, c'est propriété privée. Après, il y a 2 autres réseaux qui Avec sont... combien de il y en a 3500 chez propriété privée. Après, les 2 autres réseaux représentent 500 conseillers. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on considère que notre premier client, c'est le conseiller. Et donc, chaque réseau correspond à une typologie de conseiller. Propriété privée, c'est le réseau de la reconversion professionnelle et du professionnel. Après, il y a un autre réseau, Immo-Réseau, qui est un réseau qui est en marketing relationnel. C'est-à-dire avec plutôt un profil de gens qui sont plus jeunes et qui vont plutôt monter des équipes. Voilà. Et le 3e réseau, c'est un réseau qui est à destination vraiment des pros, ceux qui veulent venir, même dans le cadre avec leur agence immobilière qui s'appelle Réseau Ximo. Voilà, moi je suis parti du client en fait. Pour nous, le premier client, c'est quand même le conseiller. Et après, on fait aussi de la gestion locative. Voilà, parce que je crois vraiment, le but c'est quand même d'agréger un certain nombre de services assez importants. La gestion locative, c'en est un, c'est un besoin des clients. Et je pense que la gestion locative, on peut avoir une très bonne qualité de service en centralisant ces services. Enfin, je le prouve. Enfin, on le prouve avec la boîte qu'on a. On gère 12 000 lots actuellement de façon centralisée, ou dans lequel on a une bonne qualité de service, on a une bonne perception des clients. Et d'ailleurs, cette entreprise connaît un développement à 2 chiffres, constant depuis plusieurs années. Ouais. Sans indiscrétion, 12 000 lots gérés par combien de gestionnaires à peu près ? En fait, il y a pas mal de salariés. Il y a pas loin de 80 salariés finalement, mais on arrive à... Mais finalement, pour 12 000 lots, c'est pas énorme, et c'est centralisé. Et c'est surtout, cette boîte, par exemple, elle se développe sans communication. Elle se développe juste sur la qualité de service, en fait. Et parce qu'il y a la perception client est bonne. Elle se développe d'un point de vue organique, naturellement, par des appels entrants. Et là, 30% de croissance par an, C'est énorme. Et donc voilà. Et il y a d'autres secteurs, je pense qu'on peut retravailler dans l'immobilier pour améliorer, mais toujours en partant de la satisfaction client. Il faut que le client soit satisfait. Alors, le client final, pas le conseiller aussi, mais le client final. Alors vous avez une structure qui fait du financement. Oui. Vous êtes aussi sur les rubriques de transactions commerce. Oui. Et entreprise. Tout à fait, ça marche très bien. Et entreprise. Et qui connaissent très bien. Donc finalement, quelle est la différence entre propriété privée et un réseau immobilier traditionnel ? Bon, finalement, c'est le même métier. En fait, c'est la manière de le voir. Je pense que s'il y a une différence, c'est notamment entre le rapport entrepreneurial entre un réseau de franchisés et un réseau comme le nôtre. Il y a quand même une différence dans la relation. Mais c'est relativement léger. Après, j'ai envie de dire que les grosses différences, c'est le fait qu'on massifie, c'est le fait aussi que l'on injecte quand même des méthodes de travail
en centrale qui sont différentes et qu'on amène de nouvelles personnes à se mettre à l'immobilier qui acceptent ces méthodes de travail. Alors après, on peut se remettre en question sur est-ce qu'elles sont bonnes, est-ce qu'elles sont pas bonnes. Mais notamment, moi j'ai un truc, c'est l'image. L'image, je pense que les professionnels de l'immobilier en France travaillent mal l'image, la photo, la vidéo, choses comme ça. Alors que dans les pays anglo-saxons, c'est fantastique. Voilà. Donc dans les méthodes, on leur injecte ces connaissances pour essayer d'améliorer. Ils ont progressé quand même. Ils ont progressé. Non mais c'est clair. Mais on partait de loin. Vous nous disiez au début que vous avez été dans une première expérience choqué par le traitement des clients. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que dans l'ADN propriété privée, on peut retrouver, que vous avez essayé d'insuffler ? Oui, parce que, je pense que de façon générale, mais c'était pareil dans l'environnement, si le client final n'est pas content, tout du moins, s'il n'est pas considéré, c'est un problème quand même pour un métier. Dans la durée, c'est un problème. Et je pense que oui, effectivement, dans l'immobilier, dans les années 90, il y avait, notamment à Paris, il y avait je ne vais pas dire les expressions que j'entendais, mais je me souviens des patrons d'agence qui, en gros, prenaient les clients en gros, qui disaient, voilà, si vous avez un bon portefeuille, vous allez trouver n'importe quel, je tairai le terme, qui va vous acheter un bien. N'importe quel pigeon. Ouais, voilà. Et je trouvais que ça, c'était assez choquant, parce que finalement, on parle du projet de vie des gens, enfin, c'est quand même extrêmement important. Et ne pas avoir conscience qu'on est un croisement comme ça d'un moment important dans la vie des gens et le sous-estimer, je trouve que c'est assez grave, quoi. Voilà. Et donc ça, c'était un truc qui m'avait toujours marqué. Donc, je me disais, cette profession, elle évoluera obligatoirement. Moi, j'aurais 2 questions. C'est vrai que souvent, mes petites expériences, c'est que les agents immobiliers ne s'intéressent pas vraiment au projet de leurs clients. Qu'est-ce que vous cherchez ? Pourquoi ça bloque ? Si ça bloque, c'est parce que vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous êtes une emmerdeuse, quoi. Alors ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est... Moi, je ne suis pas très inquiète pour le logement ancien parce qu'il me semble que la solution, ce n'est pas l'assouplissement des règles du crédit parce qu'on est quand même au taquet. On approche les zones dangereuses sur l'endettement. L'endettement des Français a quand même doublé, passé de 55% à 112% du revenu disponible brut. 35% de taux d'effort, c'est quand même le maximum. Si on ajoute les charges, l'énergie, la taxe foncière, l'assurance, ça fait qu'il y a des gens, les gens qui s'endettent aujourd'hui, ils vont avoir 40% de leur revenu dans le 25 ans aussi, on est quand même au taquet. Donc je pense que le crédit facile et bon marché a encouragé la hausse des prix, et la hausse des prix encourage le crédit. Et donc la vraie cause structurelle, puisqu'il y a eu quand même aussi un décrochement des prix par rapport aux revenus des gens. Oui, les prix immobiliers ont augmenté 2,5 à 3 fois plus vite que les revenus. Ça, c'est le problème. Le problème, il est là. Donc, 2 solutions. Soit les prix baissent, soit les revenus augmentent. 2 solutions qui ne sont pas exclusives l'un de l'autre. Est-ce que, donc, la baisse, je ne sais pas, 4-5% pendant 3-4 ans, ce serait de nature à relancer le marché ? Michel. Oui, de toute manière, la baisse, elle est entamée. Oui, elle va se faire. De toute manière, c'est obligatoire. On a un marché où le nombre de transactions a baissé, le nombre de biens à vendre augmente, il augmente tous les mois, on le voit bien. Donc il y a une baisse qui démarre. Alors après 4-5% par an, j'en sais rien. Effectivement, ça va être un équilibre. Ça va être le régulateur, ça va être les taux d'intérêt. Quelle va être l'évolution des taux d'intérêt dans les 24 prochains mois. Mais effectivement, il y aura une régulation entre les prix et les taux d'intérêt. Après, on peut dire qu'effectivement, la baisse de taux d'intérêt, effectivement, ça a engendré l'augmentation des prix. Les gens sont allés taper dans leur épargne. Mais maintenant, quand même, l'aspiration des gens, c'est quand même d'acheter. Moi, ce qui m'inquiète plus que ça, en fait, finalement, c'est la régulation des politiques, notamment en matière énergétique. Enfin, toutes ces décisions qui sont prises sans être expliquées aux Français, qui tombent comme ça du jour au lendemain, ou finalement, avec une vision encore très technocratique, comme par exemple l'audit énergétique, qui, là, on se retrouve depuis le 1er avril avec ça. Finalement, ça n'a pas été expliqué aux gens. Les gens, quand on leur en parle, ils vous disent, mais de quoi vous me parlez ? On ne sait pas ce que c'est. Je mets 800 €, 1000 €, tout ça pour ça, mais pourquoi ? Et finalement, ça n'a pas été expliqué, et c'est une vision complètement technocratique. C'est pas un projet de société. Qui ne fonctionne pas très bien. Fonctionne pas bien. C'est pas un projet de société, c'est simplement ça tombe comme ça. Et c'est comme le fait de mettre maintenant sur la feuille d'impôt renseigné. Oui. Voilà. Ils nous disent que on a une tolérance en 2023, mais que ça sera 150 € d'amende pour chaque. Rappelez-vous le choc de la simplification. Oui. Il n'a jamais arrivé le choc. On l'a jamais senti celui-là. Bruno, vous vouliez intervenir. Oui, en vous écoutant, je pensais à
au taxi et à l'arrivée de Uber. On a comparé un peu les réseaux à ça. Hein. Voilà. Et que les taxis qui n'étaient pas d'une amabilité, d'une gentillesse, c'est vrai, mais oui. Et qui ensuite ont dû un peu s'adapter. Aujourd'hui, le service est impeccable. Mais ce que je voulais demander à M. Lebras, c'est que, en fait, on est dans un marché... Bon, on a compris qu'il était super tendu, etc. Mais on parle que des acheteurs qui peuvent pas, ou qui peuvent plus difficilement arriver à leur fin. On parle rarement des effets d'aubaine pour les vendeurs avec des prix qui ont énormément augmenté. Si je prends Paris, après je vais parler de la Bretagne, mais si je prends Paris, aujourd'hui, on estime à peu près, je crois, c'est consensus, qu'il y a 5% de baisse sur un an. Vous savez combien, depuis le bascule du millénaire, combien Paris a augmenté sur les 20 dernières années. Voilà, combien en pourcentage, selon les arrondissements, fourchette basse, fourchette haute. Je pose la question. 250 à 300%. Entre 200 et 320%. Ouais, 2 fois 3. Donc, et si on prend la Bretagne, bon, alors là, on part de chiffres qui sont beaucoup plus faibles, mais les personnes qui vendent sur le littoral, hein, parce qu'il y a une demande, on l'a dit, on comprend les seniors qui fuient les grandes villes et qui veulent aller sur les bandes littorales. Vous devez le voir quand même dans vos transactions, ces personnes qui vendent à prix très élevé et qui font des bascules. On a vu surtout ces dernières années les gens qui ont acheté à des prix très élevés. Oui, mais il y a des temps. Alors, notamment dans des zones comme ça de l'ouest de la France. Ça veut dire qu'il y a des gens qui leur ont vendu à des prix très élevés. Mais il y avait une vraie volonté. Enfin là, les 3 dernières années ont été particulièrement caricaturales. Enfin, je connais bien la Bretagne. Mais Paris, en ce qui concerne Paris, c'est quand même un marché très à part. Alors nous, on n'est pas très présent en Paris intramuros, c'est un peu la particularité des réseaux de conseillers. Mais vous avez raison, une régulation de 5%. Par contre, on a vu que ces dernières années, les vendeurs n'avaient pas vraiment la main. Rien ne se vendait à Paris. Les portefeuilles se remplissaient de biens et ça ne se vendait pas. Très juste. Ça commençait à se débloquer. 5% en moyenne, il y a quand même des cas où, avec des prix et des ajustements de 15 à 20% sur des prix de logement à Paris. Hein. Ma question en creux, c'était aussi, parce que je ne sais pas trop... cette baisse des prix, admettons qu'il y ait une baisse en marche qui va se concrétiser, est-ce que c'est pour les vendeurs un frein ou un accélérateur de vente ? Est-ce qu'il faut vite vendre avant que ça continue à baisser beaucoup plus ? Ou est-ce qu'on fait le dos rond et on attend de voir... Ce serait un accélérateur. Mais il y a le taux d'intérêt. Parce que les gens, du coup, ils se disent, est-ce que je vais vendre un bien alors que je l'ai acheté à 1% pour en racheter un autre et je vais emprunter à 3%. Et donc finalement, en fait, on a un effet de blocage comme ça. C'est pour ça qu'on est actuellement dans une sorte de entre deux. Voilà, d'entre-deux. Ceux qui ont acheté très cher. Et la tendance commence à se dessiner. Nous, vous voyez, par exemple, on a vu une tendance très nette à partir du mois de mars. On a vu une remontée de la prise de mandat très très forte à partir de mars. Donc il y a quand même une remise en vente des biens. Enfin, nous c'était le mois de mars. On a vu ce renversement de marché où effectivement on repasse dans un marché où les acquéreurs vont avoir la main. Ouais, je crois que c'est ça a été mars, la rupture. Il y a des chiffres aussi, je suis bien ici, il y a eu ça s'est vraiment entendu sur le dernier trimestre 2022. Le premier trimestre c'était très compliqué et là certes les agences puisqu'on est en contact des professionnels disent que c'est en train de enfin alors je sais pas si c'est l'effet printemps, le fameux printemps de l'immobilier. C'est clair. Là en tout cas c'est en train de se décoincer, c'est ce que vous observez aussi dans votre réseau? Complètement. Alors l'avantage d'un réseau comme le nôtre, c'est qu'en fait ces chiffres-là on les remonte tous les jours. En fait, moi je les suis tous les jours. Ah oui, tous les jours. Donc tous les jours. C'est le premier chiffre que vous regardez le matin en arrivant. Ouais, ça fait partie des chiffres tous les jours. La prise de mandat, les fameux KPI, c'est ça. Exactement, ouais. Oui, mais parce que c'est une mesure aussi de ce que l'on fait et on a la chance de pouvoir le mesurer quasiment au quotidien, quoi. Mandat simple, mandat exclu. Mandat simple, mandat exclu. Et en fait, effectivement, c'est exactement ça. Le premier trimestre, janvier et février, était complètement en blocage. La fin d'année, j'en parle même pas. Et on a vu depuis le mois de mars, nous en mois de mars, on a battu notre record de prise de mandat historique du réseau. En avril, ça s'est confirmé. Le mois de mai, c'est un peu plus compliqué, mais il y a tellement de ponts que cette année, c'est une année un peu particulière. Surtout comparé à l'année dernière où les ponts tombaient, enfin il n'y avait pas de pont, les jours fériés étaient le dimanche. Mais on voit une tendance de marché qui est en train de se dessiner, avec une tendance de remise en vente, début de baisse des prix, alors qu'au dernier trimestre, on ne voyait plus de tendance, quoi. Vous voyez la tendance du taux d'usure qui bloquait tout, c'est tout. Philippe ? Oui, je confirme sur l'augmentation du nombre de mandats et d'annonces. Nous, on a regardé un petit peu par rapport à l'année dernière. On a 50 000 annonces de transactions en plus. Ouais. Donc, c'est l'équivalent pour loger une ville comme Mulhouse ou comme Caen. Ah oui, quand même. En plus sur le marché. Oui. On va passer maintenant à la deuxième partie, parce que je voudrais que, justement, dans la mouture de ce que vous disiez tout à l'heure en occupant l'espace, et puis
saisissant des opportunités. Et vous avez dit, je ne freine pas mon cycle de développement. C'est important ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui communiquent sur le fait d'arrêter, de stopper, de surfer sur la vague, bref, de se replier. Tout le monde n'est pas égal là-dessus. Je parle, vous n'êtes, heureusement, peut-être pas promoteur immobilier, parce qu'en ce moment, être promoteur immobilier tient vraiment du sacerdoce. Et d'ailleurs, on a déjà vu, puisque j'étais à Angers, pas plus tard qu'aujourd'hui, un promoteur angevin qui a jeté l'éponge, qui était connu. Alors, donc il y a beaucoup d'inquiétudes. Et d'ailleurs, le prochain congrès de la Fédération des promoteurs immobiliers a lieu début juin. On en parlera bien évidemment tous ensemble. Non, ce que je voudrais, c'est qu'on parle de cette étape justement qui pour vous est une opération, on va dire, séduction des professionnels pour justement faire croître votre réseau. C'est la deuxième partie de notre émission. Le grand jury de la presse immobilière sur Radio Imo. On pourrait dire opération séduction ? Tout du moins, s'il y a un réseau de négociateurs indépendants qui peut capter des professionnels, c'est quand même propriété privée, c'est un peu celui qui peut le faire un peu plus. Alors que mes confrères autour de moi communiquent plutôt sur le marketing relationnel, donc c'est-à-dire plutôt sur le fait de développer leurs équipes, alors que nous, on parle d'immobilier. Si vous venez chez propriété privée, on parle d'immobilier, on forme à l'immobilier, on entend parler que d'immobilier, quoi. Alors, vous sortez 2 nouvelles applications par an. Oui. La modernité, c'est la lecture très fine de notre amie Charlotte, et votre fer de lance. Alors, on se dit, finalement, c'est à quand la prochaine, un peu comme la haute couture. On attend la prochaine innovation. Et c'est surtout un argument de taille, mais je l'ai vu déjà dans votre réseau, pour séduire les nouveaux entrants. Est-ce que ça compte beaucoup ? Moi, je crois surtout. Il y a beaucoup, Oui, alors pour séduire, mais c'est surtout aussi qu'avec les outils, on peut formater les méthodes. Et les méthodes, du coup, on peut faire évoluer et on peut un peu normaliser, notamment avec des indépendants qui peuvent avoir tendance à faire, entre guillemets, ce qu'ils ont envie. À travers les outils, on peut quand même donner des méthodes de travail. Ça, j'y crois beaucoup. Et les outils, en fait, c'est faire mieux ce que l'on faisait précédemment. Voilà. Là, on va sortir une application d'apporteur d'affaires. Finalement, c'est quoi ? C'est avoir un cycle plus dynamique d'apport d'affaires, de mise en relation entre des gens qui ont une information et un professionnel de l'immobilier. Ce qui se faisait par ailleurs, mais là, on l'améliore, on le rend plus dynamique, plus simple d'accès. Voilà. Et qui ? Ça concerne qui ? Ça concerne tout un chacun. Ça concerne le commerçant qui disait... Je connais quelqu'un dans l'immeuble qui a envie de vendre. Qui veut vendre, voilà. Le concierge qui a une information. Donc, ce qui se faisait toujours, le monde de l'immobilier, on l'a pas changé. On a seulement... On améliore le cycle, on le rend plus dynamique, on le rend plus court, on essaie de le rendre meilleur pour le client, voilà, et on essaye de faire cette mise en relation, l'améliorer finalement à travers les outils. Alors nous qui connaissons bien finalement les marchés immobiliers et les réseaux immobiliers, quand vous avez vu justement se développer les possibles de réseaux, qu'est-ce que justement, à l'instar des réseaux qui ont des agences, qui ont des pas de porte, qui ont des équipes, on se dit finalement dans la période actuelle, la frugalité serait plutôt un bon moyen de surfer sur la vague des tensions actuelles. Bruno, de votre point de vue ? Moi, en vous écoutant, je pensais à la formation. Il y a beaucoup de réseaux qui insistent sur la formation. Monsieur Lebrun n'a pas trop... Enfin, formation continue, je veux dire, avec des... Après, sur les applications, je suis pas un expert sur ce qui est utilisé vraiment, etc. Qu'est-ce qui est entre la part de B2B et puis B2C dans votre réseau. Mais comme on l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup de réglementations qui changent et qui changent très vite, et que ça soit le DPE et j'en passe. Entre parenthèses, on n'a pas poussé de petit coup de gueule, enfin, sauf si tout à l'heure on a poussé un petit coup de gueule, mais cette histoire de les locataires ne doivent pas avoir froid ou chaud, mais les propriétaires, oui. Et les touristes en Airbnb, oui aussi. C'est quand même assez fort de café. Oui, parce que sur la rénovation énergétique, par exemple, on prend le cas de l'obligation qui est faite au bailleur. Le bailleur, on peut le comprendre, de rénover pour pouvoir louer. Par contre, le propriétaire occupant, s'il est en G+, et qui gèle l'hiver, et que l'été, alors pour lui, il n'y a rien. On peut geler les miches. On est d'accord. D'ailleurs, Isabelle. Le problème aujourd'hui, je le vois, c'est pas tellement le froid, c'est le chaud. Et ça sera du plus.
Et effectivement, les gens qui vendent des stores, etc., ils sont en plein boom. Là. Alors, je pense que le confort d'été va devenir plus important que le confort d'hiver. Vous les formez, vos collaborateurs, les mandataires, ce sont des entrepreneurs. Hein. Vous rappelez qu'ils ont tous un statut d'indépendant quand même. Hein. Oui, tout à fait. Je veux dire, oui, il faut bien spécifier. C'est pas des collaborateurs, ce sont des membres du réseau qui ont tous par nature indépendants. Ils sont indépendants. C'est une communauté d'entrepreneurs. Mais oui, l'année dernière, par exemple, on a fait 70 000 heures de formation. En fait, on est une énorme machine à former. On forme énormément. Et moi, je milite pour qu'il y ait une formation initiale pour les professionnels de l'immobilier. Il y en a pas. C'est quand même une aberration. Si, il y a un BTS profession immobilière. Oui, mais je veux dire par là, on peut devenir... une formation, une formation habilitante. Heures, enfin plus 44 heures maintenant à assumer tous les 3 ans. Mais et nous, en moyenne, dans le réseau, chaque conseiller a en moyenne 50 heures de formation par an. Alors que l'obligation, c'est 42 heures, enfin 44 maintenant, tous les 3 ans. Donc en moyenne, c'est 50 heures. Et les gens adorent ça, les formations. Et qui est axé sur quoi, sur quelle thématique? Alors, toutes les thématiques. Alors, il y a la formation initiale de démarrage, où on va dire on a les aspects juridiques, les aspects commerciaux. Et après, là, par exemple, on sort une formation sur la performance énergétique. Alors, non pas pour en faire des experts, mais pour leur donner les informations qui leur permettent d'être crédibles. On a des formations sur la fiscalité, on a des formations sur l'architecture. J'ai même des formations sur l'histoire de l'architecture, parce qu'il y a une partie du réseau qui fait du luxe. Et donc, on leur donne une culture sur l'histoire de l'architecture par région, pour qu'ils puissent être crédibles avec leurs clients sur l'histoire de l'architecture de chacune des régions. Donc, vous voyez, c'est très, très large. Et la formation, c'est dans un réseau comme le nôtre, c'est au cœur. On a créé une structure qui ne fait que ça. Ok. Qu'est-ce que vous répondez à vos collègues, confrères de réseau structurel qui dit que finalement les mandataires immobiliers ont un niveau de pouvoir d'achat et un niveau de vie qui est beaucoup plus faible que le traditionnel négociateur. Donc concrètement, il y a 2 réseaux, je ne vais pas les citer, mais les chiffres vous les connaissez, parce que la Maison des mandataires publie aussi des comparatifs et certains syndicats qui disent que justement le niveau de revenu est de 34 000 € pour un négociateur, même indépendant, agent co, dans une agence immobilière, qui serait de 18 000 pour un mandataire immobilier. Voilà. Je sais pas, en tous les cas, ceux qui marchent bien vivent très bien, ceux qui bossent pas vivent pas bien. Enfin, je veux dire, ça c'est pareil dans une agence. Michel, ce que je veux dire, c'est que votre modèle n'est pas conçu justement pour des personnes dans lesquelles il y a un accroissement ou un concours à la précarité. Ah non, schématiquement, une personne qui va travailler dans notre réseau va gagner mieux sa vie, et c'est normal qu'un salarié en agence ou qu'un indépendant en agence. D'accord. Ça, c'est obligatoire. On a un taux de reversion qui est largement supérieur. Il suffit de venir à la convention de propriété privée la semaine dernière pour voir le parking du Puy du Fou. Remarquez qu'il y en a certains qui vivent bien. Voilà. Et, mais les agents immobiliers aiment bien les belles voitures. Oui, oui. Comme ça montre leur réussite. Tout à l'heure, et je reviens moi sur un point que vous avez évoqué, et qui est fondamental, c'est qu'en fait, leur succès, il tient beaucoup par le fait d'avoir à s'occuper de leurs clients. Ils s'occupent plus de leurs clients. Ça, c'est clair. Parce que finalement, ils sont délestés de toutes les autres tâches administratives et autres, et ils gagnent leur vie si leurs clients sont satisfaits. Et donc, ça, c'est vrai que c'est un changement, notamment par rapport à ce que j'évoquais dans les années 90 ou ce que j'avais vu, c'est que là, ces conseillers qui marchent bien, ils s'intéressent au projet de vie de leurs clients. Ils ne vivent que pour ça. Voilà. Et c'est ça l'intérêt d'être centré sur le client. Ça, c'est fondamental. Justement, est-ce que vous saviez qu'il y a une offre aujourd'hui qui consiste et vous l'avez promue, des personnes qui sont agents immobiliers. J'en ai rencontré un agent immobilier qui avait une quinzaine de collaborateurs, qui a fermé son agence, qui a pris tous ses collaborateurs et qui a rejoint, il est à Lyon, on l'a interviewé, donc on peut en parler, il a rejoint, et en fait vous proposez un modèle en disant finalement, toutes les tâches chronophages, c'est nous qui les assumons par une mutualisation des moyens. Vous avez dit aussi, vous avez une force de frappe, de présence média, bien ici, Se Loger, Le Bon Coin et autres. D'ailleurs, ils étaient tous présents la semaine dernière, en disant finalement, c'est que des avantages et finalement quasiment plus d'inconvénients. Est-ce que ce modèle-là, et ça c'est une question que je pose à tout le monde aussi, à la faveur d'une crise qui s'annonce et qui va peut-être s'installer, ne serait pas une belle alternative finalement pour qu'on puisse continuer à durer? Parce que vous avez une particularité, c'est que vous les intégrez bien par rapport aux mandataires traditionnels. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont quasiment pas de charge fixe. Voilà. Et c'est l'objectif. C'est-à-dire que... Mais est-ce que c'est ça qui fait l'avantage le plus ?
Le fait de ne pas leur donner de charges fixes, de ne pas leur mettre une pression sur les charges fixes, et en plus de leur apporter des services et de leur dégager du temps pour faire et se concentrer sur leurs clients, c'est quand même l'objectif de notre réseau. C'est ce qu'on fait. Et dans un moment où effectivement le marché est plus tendu, c'est sûr que nous on leur dit, à l'inverse, on leur dit, donnez-nous un maximum de mandats, on va tout publier. Alors qu'on sait que dans des modèles plus classiques, c'est plus compliqué, les annonces coûtent cher, voilà. Donc en fait, donc ils se concentrent sur leurs clients, on traite tout l'administratif et on les forme en permanence, voilà. Et effectivement, ils se concentrent sur le métier. Fabrice. Une question justement sur le profil des gens qui vont rejoindre. Vous avez dit, c'était une seconde vie, l'entrepreneuriat. Pour certains aussi qui ont des fois des parcours, soit dans des sociétés qui se lancent, est-ce qu'il y a un modèle type? Il n'y a pas de profil type. Je trouve que les personnes qui réussissent le mieux... Et même les âges d'ailleurs. Oui. Sont ceux qui venaient pas de l'immobilier. Bon. Alors, en général, c'est quand même ça. Ce qui est plus surprenant, vous voyez, par exemple, moi j'ai un cas, c'est le quatrième du réseau. Non, mais il y a 3 ans, il est professeur de pêche. Enfin, il est guide de pêche. Voilà, je cherche le terme. En Bretagne. Je pêche avec lui. Et il est numéro 1. Vous avez discuté avec lui, alors, Sylvain? Non, parce que j'adore la pêche. Parce qu'il est atypique, si vous voulez. Mais ça montre bien, c'est quelqu'un, en fait, finalement, qui avait aucun a priori sur ce métier, qui n'est pas tourné vers la réussite financière, qui est tourné vers la liberté. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne probablement. Et voilà. Et finalement, par contre, vous passez une journée de pêche avec lui, parce que moi je pêche avec lui de temps à autre, et ben il distribue sa carte 20 fois par jour. Quoi. Vous pouvez pas pêcher tranquillement toute la journée. Quoi. Et je veux dire par là. Et par contre, il a appliqué les méthodes. Et ce qu'il me dit à chaque fois, c'est qu'il a appliqué les méthodes qu'on lui a expliquées. Et donc les profils, il y en a pas. C'est des profils de gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de s'intéresser à leurs clients. Hommes, femmes, 30 ans, 50 ans. Non, c'est 50-50. Okay. Et par contre, on est en moyenne sur propriété privée, on doit être à 45 ans de moyenne d'âge. Donc on est vraiment sur la seconde vie professionnelle. Mais on est sur ceux qui réussissent, c'est un peu partout pareil. Ils ont le sens du travail, de la valeur travail. Et quel est le turnover? C'est-à-dire les gens qui se disent, qui tentent peut-être, et qui se disent, c'est pas fait pour moi. Oui, alors surtout post-Covid, il y a eu beaucoup de gens qui se sont dit, l'immobilier, c'est l'Eldorado. Et donc en gros, de façon générale, vous avez 30% des gens qui se sont trompés. Je veux être honnête, les gens qui se trompent, c'est les premiers se disent je suis auto-entrepreneur, j'ai pas de patron, donc j'ai pas besoin de travailler. Ils disent c'est facile, j'ai pas besoin de travailler. Alors que c'est l'inverse en fait. Non, on travaille tout seul, il faut se mettre la pression. Patron en général. Et oui. Et la deuxième raison, c'est les gens qui pensent que l'immobilier n'est pas un sujet commercial. Ils pensent que l'immobilier, ça peut se régler derrière l'ordinateur sans parler aux autres. Et ça, c'est vrai. Je veux dire, une vision, je sais pas pourquoi, liée aux médias, liée aussi à ce qu'on communique, nous, sans doute. Et alors que l'immobilier, c'est de la relation humaine. C'est vraiment de la relation humaine. Oui, c'est les pas une outils application. sont là pour aider, mais c'est de la relation humaine. Les mandataires, c'est pas une application mobile. Non. Et puis rien ne remplacera la poignée de main qu'ils ont au quotidien, c'est etc. fondamental. Non, mais voilà, on est d'accord. Bien que quand même votre modèle s'est monté. Les modèles des mandataires sont nés avec un outil digital, on est d'accord. Oui, mais c'est l'ossature, c'est le moteur. Ce qui est sympa et ce qui marche, c'est l'intermédiation. Bien c'est sûr. le fait de se parler entre êtres humains. Et... Ça ne sera jamais disrupté. Voilà. Peut-être avoir des avatars. Non. Justement, des hologrammes. Peut-être que l'intelligence artificielle, ça va s'inviter dans le débat et sur les process. Dernière question avant de passer à la météo de l'immobilier, les amis, c'est la question qu'on vous pose justement. Alors, vous avez fait une levée de fonds très significative, on peut en parler? C'était en décembre 2022, c'est bien ça? Ou novembre 2022? Oui, début 2022, c'était. Voilà, début 2022, 100 millions d'euros. 100 millions d'euros. Votre niveau de capitalisation depuis le rachat de feu Sylvain Caster, puisqu'il y a un fondateur chez propriétéprivée.com pour qui on a une pensée émue, puisqu'il malheureusement il nous a quittés à la suite d'un accident du LM, je crois. Sylvain Caster. Et d'ailleurs, vous lui rendez hommage systématiquement quand vous avez même un prix Sylvain Caster. Là-dessus, vous avez même continué à financer les associations que Sylvain et sa femme avaient entrepris de faire. Quand on compare depuis, parce qu'on est entré, alors c'est intéressant parce que votre groupe immobilier, quand vous l'avez racheté, coïncide quasiment avec la naissance de Radio Imo. En 2016. Qu'est-ce qui explique le caractère exponentiel? Parce que je donne juste un chiffre. Quand vous avez racheté le réseau, il n'y avait que 400 mandataires. Il y en a Il y en a 4000 quasiment. Là. Comment vous avez fait pour multiplier par 10 un réseau en moins de 7 ans? On a beaucoup travaillé. Moi, je n'ai jamais vu une performance aussi élevée. On a beaucoup bossé. On avait on a toujours une stratégie de développement
qu'on a affiné petit à petit. Je pense, ça peut paraître, voilà, la motivation, la passion. Moi, je voulais vraiment être entrepreneur. Est-ce que c'est les moyens qui vous ont aidé, Michel? C'était un peu le sens de ma question. Non, les moyens, non, parce qu'au départ, non. Parce qu'au départ, en fait, personne ne voulait investir. Enfin, il y a 7 ans, personne. Alors maintenant, ça intéressait tout le monde l'immobilier, mais il y a 7 ans, en fait, ça intéressait pas ces réseaux mandataires. C'était pas connu, c'était un truc un peu à part. Non, pour les investisseurs. Hein. Je peux vous dire que j'ai cherché l'argent. Bon, j'ai eu la chance que quelqu'un me fasse confiance, mais je peux vous dire que j'ai eu vraiment du mal à cette époque-là à trouver de l'argent. Ça n'intéressait pas parce que l'immobilier, ça faisait peur. Et puis tout d'un coup, après, il y a eu cette croissance et les gens se sont dit finalement, c'est intéressant, c'est quoi ce truc? C'est intéressant. Bon, il y a 7-8 ans, au contraire, c'était un repoussoir. On disait c'est cyclique, ça n'intéresse pas. Mais non, après, je pense qu'on a énormément bossé et puis voilà, et puis on a défini. C'est le logement qui n'intéressait pas. L'aspect cyclique de l'immobilier pour les investisseurs, ça inquiète toujours, la preuve. C'est cyclique, on s'en rend compte. Donc, non, c'est beaucoup de travail. Et puis après, une bonne équipe, travailler avec les gens. Puis de bonne base, ce qu'avait fait Sylvain Caster, le fondateur. On a continué sur l'ADN de ce qu'il avait fait. Je n'exagère pas, c'est vrai. Un réseau, c'est une association d'êtres humains et qui s'associe pour des principes, on va dire, ou des valeurs à peu près communes. Et si on essaie de changer ça, ça marche pas. Donc on a continué là-dessus. Notamment les aspects juridiques. Notre réseau est très tourné vers le juridique, vers le contractuel. Et justement, c'est cette considération qui fait votre singularité, parce que vous aviez posé une question quand des personnes passaient sur scène, c'est pourquoi on leur a posé la question, pourquoi vous avez choisi ce réseau plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que cette dimension de la relation humaine auquel vous tenez particulièrement, avec votre complice, parce que faut savoir que vous êtes 2 à piloter le réseau. D'ailleurs, j'espère que Christine nous écoute. Si elle nous écoute, Christine Cadreau, donc, qui est donc aux commandes, puisqu'elle est la directrice générale du réseau, c'est avec elle que vous avez mené justement cette transformation. C'est un vrai plaisir de vous avoir eu sur le plateau. Vous restez avec nous, puisqu'on va vous donner maintenant le temps qu'il fait dehors, voilà, avec la météo de l'immobilier réalisée par nos amis de Bien Ici, en l'occurrence Philippe de Lignyville. Oui, une question. J'ajoute un petit chose. Je trouve que le propriété privée, c'est parfait. Les autres qui s'appellent je ne sais quoi. C'est vrai, le nom, ça claque, le nom. Ça dit ce que ça veut dire, quoi. Je trouve que c'est pas mal. Voilà. C'est Sylvain qui a eu cette idée. C'est Sylvain Caster, et qui effectivement, je rends hommage, qui a eu cette idée-là. Moi, je dois ma vie professionnelle et un peu de ma vie personnelle à Sylvain Caster, qui a bien voulu me vendre son réseau il y a 7 ans. Propriétéprivé.com, c'est vrai que c'est ça lui dit qui a eu tout. cette idée-là. Absolument. C'est clair. Ça claque. Ça claque. Voilà, c'est le moment. Merci en tout cas et restez avec nous. On va commenter la météo de Limo. C'est l'heure de la chronique de Philippe de Lignyville. La météo de Limo, par Bien Ici. Philippe, beaucoup de chahuts dans la météo. Qu'est-ce que vous avez concocté? Fait-il beau dehors? Oui, alors, comme d'habitude, une petite météo depuis la fenêtre ou la station d'observation de Bien Ici. Avec des satellites un peu partout. Voilà, c'est ça, avec une écoute du marché. On commence par la location. Oui. On en a un peu parlé. La demande explose. Incroyable. Une tension rarement connue. Ça continue. L'année dernière, on était à 70% de demande en plus. Vous êtes d'accord, la tension, ça explose. Et c'est embêtant parce que le parc privé, c'est vraiment le parc d'accueil. Oui. Donc oui, tout à fait. Ça pénalise les gens qui arrivent. Exactement. C'est le marché de repli quand on ne peut plus aller sur la transaction. C'est le marché des revenus les plus faibles. Et aujourd'hui, on a de moins en moins Ceux qui ont besoin de logements sociaux, qui sont sur des listes depuis des années, n'ont pas le choix. Ils vont vers le marché locatif privé. Voilà. Pour vous donner une idée, on était il y a 2 ans autour de 30 annonces par agence sur de la location. Aujourd'hui, on est à 15. Donc les agences ont 2 fois moins de biens à proposer. Il y a un certain nombre de biens qui n'apparaissent même plus sur le marché, en fait, qui sont loués de proche en proche. En fait, il n'y a même plus besoin de communiquer, c'est loué comme ça. Voilà, exactement. Aujourd'hui, la location, c'est pas une bonne chose. Hein. C'est pas une bonne chose. Et ce n'est plus que 15% de l'offre. C'était 30% il y a 2 ans, pareil. On se rétrécit. Et ça reste 50% de la demande. C'est-à-dire que sur 100 contacts sur Bien Ici, il y en a 55 qui sont pour de la location. Offre divisé par 2, augmentation 50% de la demande et des fréquentations. Oui, 70%. Voilà. Et puis, plus grave, la vraie sécheresse en termes d'annonces. Et ce qui est plus grave, c'est que c'est le printemps. Normalement, le printemps, comme pour la météo, on a un flux d'annonces qui arrive, c'est comme pour les nappes phréatiques, elles doivent normalement, le stock d'annonces doit se reconstituer.
On est à 7 jours de Parcoursup, qui est un peu le gong de la période haute de l'allocation. Logement étudiant, bien sûr. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'on a de moins en moins d'annonces. Les tendances à la hausse du stock sont de plus en plus faibles année après année. Et ça on le retrouve encore aujourd'hui. Autant notre président de la République nous a dit qu'on était un paradis pour les investisseurs immobiliers. Vous vous rendez compte ? Mais en fait, l'allocation n'est pas qu'un sujet d'investisseurs. Et c'est d'abord un sujet des Français, de logement. Vous voulez réagir là-dessus, Michel ? Non, mais c'est vrai, c'est le bon sens. C'est pas à force de voir une financiarisation de tout, on oublie la réalité des gens. La réalité des gens, c'est qu'ils ont besoin de se loger, ils se rabattent sur la location parce qu'ils ont besoin de se loger. Le besoin de se loger, qui est un besoin complètement détaché primaire, un besoin essentiel et qui devrait être enfin considéré comme un besoin de première nécessité, mais on peut toujours rêver. Moi, c'était mon coup de blues, je me permets, Philippe, justement sur la location étudiante, parce que, en effet, c'est triste. J'ai lu. Ils dorment dans les voitures, les gamins. Il y a surtout des jeunes là qui ne vont pas faire les études qu'ils souhaitent faire parce qu'ils savent qu'ils trouveront pas de logement dans la ville en question. Qui ne vont pas dans les villes. C'était le cas à La Rochelle, lorsqu'on a fait les clés de la ville à La Rochelle. On était avec l'adjoint au maire d'Angers qui dit que c'est un vrai sujet. On a des étudiants au bord de la rupture. À Angers aussi. Ouais, à Angers, oui. Jusqu'en 2018, il n'y avait pas de problème pour se loger pour les étudiants à Angers. Et depuis 2018, c'est les hôtels, les campings. Le Crous a même payé des nuits d'hôtel aux étudiants. On va parler un peu plus dans le micro, peut-être. Voilà. Remonte-le, Isabelle. Voilà. Merci. Oui, c'est pas l'apanage des étudiants. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas leurs salariés, notamment salariés saisonniers, parce qu'ils peuvent pas aller loger, notamment en bord de mer, ou dans les stations de sport d'hiver. On prend le cas d'entreprises qui justement ont fermé leurs boutiques. Ou avaient des jours de fermeture supplémentaires parce que tout simplement il n'y a pas les salariés pour le faire. C'est le cas de l'hôtellerie, restauration et de la location saisonnière. Mais du coup, dès le démarrage, on modifie des trajectoires de vie. Enfin, je trouve ça triste. Philippe. On continue sur la transaction ? Oui. La transaction, c'est pas la sécheresse, c'est plutôt le brouillard, toujours. Les bulletins météo se poursuivent, se suivent et se ressemblent. Le brouillard est à l'est, le truc, voilà. On t'en parlait tout à l'heure, on a quand même un parc, un nombre d'annonces qui augmente, 50 000 annonces, c'est autour de l'équivalent d'une ville comme Caen ou comme Mulhouse. Surtout une durée de diffusion des annonces qui augmente. Je vous en parlais, en début d'année, on était à 60 jours. L'année dernière, 50, 60 en début d'année. Là, on est à 75, 2 mois et demi. Ah oui, et puis, dernier point, sur les prix, on n'a pas beaucoup parlé, mais alors nous, on voit les prix affichés, donc je ne parlerai pas de la négo, peut-être que vous aurez un mot à nous dire là-dessus, mais sur les prix affichés, ce dont on se rend compte, c'est que c'est les annonces les plus anciennes qui commencent à baisser. C'est-à-dire quand on regarde ce qui est au-delà de 75 jours, qui représente à peu près 15% de notre... Ça incite les vendeurs à dire baisse. Et là, on baisse de l'ordre de 6%. Ah oui, d'accord. Ok. Parce que, vous êtes d'accord avec ça, au bout d'un certain temps, finalement, le vendeur, il craque, il se dit, il va falloir qu'on baisse un peu, quoi. Il résiste. Et donc, pour la conclusion, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on est passé d'un marché où il y a quelques mois, le vendeur avait la main. Aujourd'hui, c'est l'acheteur qui la reprend. Et en tout cas, où le sujet de trouver un acheteur est devenu une problématique pour le vendeur comme pour le professionnel de l'immo. Et donc, on a peu réfléchi là-dessus. Et en guise de conclusion, c'est peut-être le mandat exclusif qui va redevenir un outil fort pour aider à aider à la vente. Pour 2 raisons. Parce que le mandat exclusif... Ce qui est assez contre-intuitif, c'est-à-dire quand moi je suis vendeur particulier, pourquoi je donner à un seul professionnel plutôt qu'à plusieurs ? Mais en fait, en donnant à un seul, ça permet pour le professionnel de faire de la publicité, ça lui permet de faire des mises en avant, ça lui permet d'actionner un certain nombre d'outils qui va, dans un contexte où l'offre est de plus en plus importante, permettre de faire émerger cette annonce-là. Ça, c'est un point important. Et le deuxième, et ça j'y viens, parce que c'est que ça permet de mieux géolocaliser le bien, si vous avez une exclusivité. Bien sûr. Et ça, géolocaliser bien, surtout sur les portails, ça permet d'augmenter fortement le nombre de contacts. Ça dope. Et les étiquettes énergétiques ont participé aussi, les mieux notées, justement, à une vente plus rapide. On est d'accord là-dessus aussi. On est plus ou moins d'accord. C'est-à-dire qu'il y a chaque niveau de énergétique a son propre marché. C'est-à-dire que forcément, vous aurez les biens les moins chers. Il y a des investisseurs qui vont bénéficier, effectivement, qui vont se dire, je rachète avec une étiquette F ou G, je rénove et j'améliore et puis je fais une culbute parce que effectivement on a des écarts de prix. Merci Philippe de Ligniville. On peut juste ajouter une chose sur le mandat exclusif. Il faut quand même que le professionnel ne surévalue pas le bien parce que sinon on est
pieds et poings liés et le bien est cramé. Mais donc, il faut faire attention aussi. Oui, mais à ça. il a à rendre des comptes à son propriétaire, moi, je pose la question professionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, si ça ne se vend pas, il ne gardera pas le mandat exclu. Est-ce que donc il faut quand même que ce soit corrélé au prix marché. Il y a un petit délai. Oui, mais Bruno, c'est une très bonne question. Question pour le consommateur et le particulier. Est-ce que pour prendre un mandat d'exclusivité, objectivement, vous nous répondez, les agents immobiliers, les mandataires de votre réseau ont tendance à augmenter un peu le prix pour avoir le mandat? Alors, je vais être très clair, de façon générale, non. En fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que c'est le vendeur qui a son niveau de prix en tête. Et le problème, c'est que quand vous arrivez au début du cycle de vente, vous ne pouvez pas le faire changer, ou très rarement, c'est très rare. Donc vous êtes obligé de faire avec ça, de caler avec lui, dans le cadre d'un mandat exclusif, une stratégie, en lui disant dans un mois on se revoit, dans un mois et demi on se revoit, on refait un point, pour essayer de le faire changer dans ces périodes-là. Et parce que le professionnel, ça ne l'intéresse pas d'avoir un bien qui n'est pas vendable. Donc, voilà, donc il faut définir dans le cadre d'un mandat exclusif des échéances qui permettent de recaler la stratégie, de bien faire comprendre au vendeur qu'il va falloir bouger, quoi, et analyser. Oui, contrairement à la légende urbaine, c'est peut-être du coup l'inverse qui se produit. Peut-être que l'agent immobilier là va aider à faire baisser le prix, à faire admettre au vendeur à un moment que son bien est. Je vais vous trop dire, la élevé. logique, c'est vendre, optimiser. Donc finalement, c'est pas l'intérêt de l'agent immobilier d'augmenter, c'est justement de le vendre au prix. D'ailleurs, Et comme il est en concurrence avec d'autres. Exactement, j'ai pas dit que c'était son intérêt, mais il va prendre le mandat. Alors, La marque ce que tu dis, Bruno, c'est sur les qu'on est un peu zonos, bloqué souvent. quand on a signé et qu'on se dit, voilà, c'est... Alors, on sait qu'on a 3 mois pour agir. Voilà. Et puis, mais ça de toute manière, un vendeur qui a un prix en tête. Maximum 3 mois. Ça peut être moins. Non, mais est-ce que j'ai le droit, moi, en tant que client, de dire, moi, je vous donne une exclue, mais pour 3 semaines? Il est bien de dérouler une stratégie dans les 3 premiers mois assez forte, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que ça se fait. Bien sûr. C'est ce qu'on vient de se dire, les prix baissent au bout de 2 mois. Exactement. Exactement. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci à Fabrice Coustet, journaliste Radio Imo. Merci à l'excellent Bruno Monnier-Vinard, journaliste au Point. Rendez-vous le 15 juin. Hein. Absolument. Et rendez-vous le, Viens chez avec le soi. gâteau. Rendez-vous le coin juin. Pour les gâteaux. À quand le livre? Bientôt, à l'automne, c'est promis, avec Isabelle Ray-Lefebvre. Vous êtes avec nous le mois prochain, puisqu'on a une grande dame de l'immobilier aussi qui sera sur le plateau. Merci Charlotte Ekerl. Voilà, avec un programme aussi haut en couleur. Et merci également à Philippe de Ligniville. Un grand merci également à notre invité du jour, notre guest star, Michel Debras, président du réseau propriétéprivée.com. Un petit clin d'œil aussi à votre complice Christine Cadreau, si elle nous écoute. Un grand merci aussi pour son soutien, parce que vous nous faites confiance effectivement depuis quelques années aussi. Et puis un clin d'œil aussi avec l'une de vos collaboratrices avec qui j'aime beaucoup travailler, qui est une super directrice marketing, c'est Nathalie Archamp. Un petit clin d'œil à elle aussi. On va recevoir le mois prochain pour le numéro de juin, et nous avons Véronique Bédag. Voilà, et nous avons la présidente directrice générale du groupe Nexity qui nous fait le plaisir de venir sur le plateau. Ça n'a pas été simple de la voir puisque elle est sur tous les fronts, une grande dame de l'immobilier qui a été nommée donc à la tête du groupe Nexity. Elle en assumait déjà le rôle de secrétaire générale puis de directrice générale déléguée et enfin présidente directrice générale maintenant avec... et qui a failli être première ministre. Et qui a failli, voilà, légende. Elle l'a dit qu'elle. Et elle a préféré, d'ailleurs, et elle l'a dit d'ailleurs très ouvertement, elle a préféré choisir l'immobilier. Et elle ne cesse. Il faut lui donner effectivement ses lettres de noblesse. Elle ne cesse d'alerter le gouvernement, l'exécutif, les instances, sur ce qui est en train de se préparer à un tel point que justement c'est une chambre d'écho. Et donc il faut saluer ce courage, parce que c'est pas évident quand on s'appelle Véronique Bédag, présidente du groupe Nexity, justement, d'essayer d'alerter l'exécutif. Et parfois, on peut pas dire qu'il soit très réceptif. Donc voilà, donc c'est aussi l'occasion d'en parler. D'ici là, vous prenez soin de vous. Et si vous souhaitez aller sur un réseau immobilier, vous êtes en reconversion, vous êtes un agent immobilier, éventuellement vous posez des questions, on va sur le site de propriétéprivée.com, hein, tout simplement. C'est ce qu'on m'appelle. Voilà, où on appelle Michel. Vous l'appelez de ma part, ça peut être pas mal. Je me suis inscrit sur l'application, justement, voilà, l'indicateur. Merci à toutes et à tous. Vous êtes avec nous le mois prochain. Prenez soin de vous. Il fait beau. Soyons tous unis et restons d'équerre avec une vision positive. Parce que moi, une chose que j'aime bien dans ce que vous dites, c'est que, et vous l'avez dit d'ailleurs tout à l'heure, c'est pas parce qu'effectivement les choses vont mal qu'il faut s'arrêter. Et vous rappelez ce que j'avais dit à votre convention, j'avais dit, c'est quand la mer se retire qu'on voit ceux qui ont mis un maillot de bain. Voilà. Vous savez que cette phrase était attribuée à Feu Laurent Vimont,
qui était le président de Century 21, qui l'avait prononcé. Donc je lui dois effectivement d'avoir récupéré cette phrase qui me plaisait beaucoup. Voilà, bonne soirée à tous. Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.